Tout ce que nous avons juré de protéger semble aujourd'hui pris pour cible. La liberté de chaque citoyen est mise à l'épreuve. Les droits que nous pensions intouchables sont contestés. Et, au-dessus de tout, l'indépendance même de notre nation se retrouve sous pression. Durant de longues années, Marine Le Pen a avancé sur une ligne d'équilibriste. À Paris, elle incarnait la voix passionnée du patriotisme, parlant aux Français de fierté nationale et mettant en garde contre les influences venues d'ailleurs. Mais dès qu'elle se retrouvait à Bruxelles, l'image changeait. Là, elle adoptait l'allure d'une diplomate affable, sourire maîtrisé pour les photographes, progressant avec précaution dans les labyrinthes administratifs de l'Union européenne. Cette posture à deux visages lui permettait d'exister dans deux univers politiques opposés. Pourtant, elle alimentait aussi une impression d'ambiguïté. Dénoncer l'Europe devant son public national tout en collaborant avec elle sur la scène internationale. Mais cette stratégie a fini par atteindre ses limites. Dans ce récit, tout bascule au moment où Marine décide qu'il est temps d'arrêter de composer. Les gestes conciliants disparaissent, tout comme les politesses diplomatiques. Ce qu'elle adresse à Ursula von der Leyen n'est plus une simple remarque entre partenaires, mais la prise de position ferme d'une dirigeante déterminée à ne plus céder. L'atmosphère devient presque dramatique. Une présidente française, longtemps patiente face aux règles imposées par Bruxelles, choisit finalement de placer la souveraineté nationale au-dessus de la tranquillité des relations européennes. La scène n'est pas décrite comme un banal différend technique. Elle prend la forme d'une rupture majeure, presque d'un moment charnière. Selon ce portrait, Marine ne considère plus l'Union européenne comme une boussole politique, mais comme une menace potentielle pour l'autonomie de la France. Avec une seule intervention publique, elle abandonne le rôle d'actrice prudente pour endosser celui d'opposante déclarée. L'arène européenne devient alors un terrain d'affrontement où, affirme-t-elle, la France ne se contentera plus d'accepter en silence ce qui vient de Bruxelles. Selon ce récit, la source principale de l'indignation de Marine se trouve dans ce qu'elle considère, avec ses alliés, comme une atteinte directe à l'autorité des États. Tout commence lorsque Bruxelles dévoile ce qu'elle présente sous un nom technique, un système de solidarité obligatoire. Derrière cette formulation administrative se cache, selon elle, une règle simple. Chaque pays de l'Union devrait accueillir un nombre prédéterminé de migrants. Et pour ceux qui refuseraient, la sanction ne serait pas symbolique. Suspension des fonds de cohésion, blocage des aides agricoles. Autrement dit, frapper là où les économies les plus fragiles dépendent encore du soutien européen. Aux yeux de Marine, c'était la limite à ne pas franchir. La situation devient encore plus explosive lorsqu'on regarde le cas français. Déjà confronté à une pression migratoire importante venant de la Méditerranée et du passage de la Manche, la France se verrait imposer ces chiffres sans véritable négociation. Aucun espace pour discuter, aucune marge de manœuvre, seulement l'ombre d'une sanction financière en cas de refus. Dans cette narration, la mesure est décrite comme une confrontation frontale avec les nations souveraines. Ce n'est plus une collaboration entre partenaires, mais un système de contraintes. Ce n'est plus de l'entraide, mais une forme d'obéissance imposée. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre projet vient attiser encore davantage la colère. L'idée d'une instance européenne de l'asile, une autorité supranationale capable de revoir et même d'annuler les décisions prises par les gouvernements nationaux. Autrement dit, un refus prononcé à Paris, Varsovie ou Berlin pourrait être renversé plus tard par Bruxelles. Pour les soutiens de Marine, c'est là que l'affaire devient inacceptable. Des dirigeants élus par leurs citoyens se verraient retirer le droit fondamental de décider qui peut ou non s'installer sur leur territoire. Dans cette narration, tout repose sur une idée centrale. La souveraineté aurait été confisquée pour être remplacée par une autorité lointaine et centralisée. C'est précisément ce cadre qui donne à l'affrontement de Marine toute sa gravité. Il ne s'agit plus d'un simple désaccord technique sur quelques règlements européens. L'enjeu est présenté comme bien plus vaste, presque existentiel. L'Europe restera-t-elle un continent de nations libres gouvernant leurs propres affaires ou deviendra-t-elle un espace dirigé par une élite administrative installée à Bruxelles et jamais directement élue? Dans cette perspective, le pacte migratoire proposé ne ressemble pas seulement à un mécanisme de partage des responsabilités. Il est décrit comme une pression financière déguisée. Si Paris se refusait de s'aligner, l'Union disposerait d'un levier redoutable,
suspendre certains financements essentiels. Les fonds destinés aux infrastructures, les aides agricoles qui soutiennent des milliers d'exploitants, autant de ressources vitales pour l'économie française. Aux yeux de Le Pen, ce fonctionnement transforme l'Union européenne. D'un partenariat entre égaux, elle deviendrait une autorité punitive prête à brandir la sanction. Sous cet angle, la solidarité proclamée ressemble davantage à une forme d'intimidation économique. Le récit atteint alors une intensité presque dramatique. Marine en vient à la conclusion que le problème ne réside pas seulement dans certaines décisions européennes, mais dans la faiblesse même de ceux qui dirigent l'Union. À Paris, certains évoquent un épisode particulièrement marquant, la prestation jugée embarrassante d'Ursula von der Leyen lors de discussions commerciales transatlantiques avec Donald Trump. Voir la présidente de la Commission apparaître hésitante et dominée aurait agi comme un déclic. Pour Marine, si le destin de la France restait lié à un tel leadership, le pays risquait d'y perdre son avenir. Dès lors, une conviction s'impose. Pour survivre politiquement, il faut résister. Dans cette histoire, ce moment est décrit comme une sorte de réveil personnel pour Marine. Elle affirme alors que la France n'a plus vocation à supplier ni à accepter discrètement des compromis imposés. Désormais, dit-elle, il faut regarder le système en face, dévoiler ses failles et défendre le pays contre ce qu'elle perçoit comme une érosion progressive des libertés. Le conflit est présenté presque comme une croisade morale. L'enjeu dépasserait largement la question migratoire française. C'est la capacité des nations européennes à décider par elles-mêmes de leur avenir qui serait en jeu. À partir de là, ces paroles et ces décisions sont dépeintes comme les premières étapes d'une riposte calculée. Les rôles se renverseraient. Ceux qui pensaient pouvoir la rappeler à l'ordre se retrouveraient soudain sur la défensive. Toute l'attention du récit repose sur cette image. Une dirigeante isolée face aux institutions, refusant la pression économique que Bruxelles tenterait d'imposer à son pays. Mais pour comprendre la suite de son mouvement, il faut aussi regarder la dimension tactique de sa stratégie. Plutôt que de se contenter de dire non au pacte migratoire, elle propose alors une initiative inattendue. Son idée? Délivrer environ 500 000 permis de travail à des étrangers. À première vue, la proposition surprend. Comment une personnalité aussi critique vis-à-vis de l'immigration pourrait-elle envisager d'accueillir un si grand nombre de travailleurs venus d'ailleurs? Pourtant, le récit présente cette décision comme un geste habile. En avançant ce plan, Marine déplace le terrain du débat. Ses adversaires ne peuvent plus la caricaturer comme hostile aux travailleurs, ni comme simplement anti-immigration. Elle redéfinit plutôt la frontière entre deux réalités. D'un côté, une immigration organisée, légale et utile à l'économie. De l'autre, des arrivées massives et incontrôlées. Cette distinction lui permet de s'opposer frontalement aux exigences venues de Bruxelles, tout en cultivant l'image d'une dirigeante pragmatique et stratégique. Elle ne prétend pas verrouiller toutes les frontières. Elle affirme simplement que c'est à la France de choisir quelles portes ouvrir et lesquelles garder fermées. Cette initiative a également semé la confusion chez ses adversaires. Les partis de gauche à travers l'Europe se retrouvaient dans une position inconfortable pour l'attaquer frontalement. Si certains tentaient de la présenter comme hostile aux immigrés, elle répliquait aussitôt en mettant en avant son projet d'attribuer un grand nombre de visas de travail. Et lorsqu'on l'accusait de fragiliser les droits sociaux, elle retournait l'argument en expliquant que sa politique ouvrait justement des perspectives pour une main-d'œuvre étrangère légale. C'était, en somme, un dispositif discursif habile, presque un piège, destiné à désarmer les critiques et brouiller les lignes du débat. Le récit reconnaît toutefois qu'elle a fini par revenir sur cette proposition, admettant une mauvaise évaluation. Mais même ce recul n'effaçait pas l'effet produit, car au fond, l'épisode avait déjà rempli sa fonction. Marine venait de démontrer qu'elle savait orienter le débat public, déstabiliser les institutions européennes et apparaître non comme une simple opposante rigide, mais comme une tacticienne politique. Cette séquence renforçait une idée centrale du récit. Elle ne se contentait pas de s'opposer. Elle redéfinissait les règles du jeu et décidait elle-même du moment de l'offensive. Puis la tension atteint son sommet lors d'une réunion particulièrement agitée du Conseil européen. Dans cette scène racontée comme un moment charnière, le chancelier allemand Friedrich se tient droit, incarnant l'assurance de l'autorité venue de Berlin.
D'un ton professoral, il rappelle à Paris que la crise migratoire ne saurait servir d'outil pour flatter des sentiments populistes. Selon lui, la France doit suivre les orientations fixées par l'Allemagne et les institutions de Bruxelles. Pour beaucoup de Français, ces paroles résonnent comme une provocation, presque un rappel amer d'une histoire où les grandes puissances du Nord dictaient leur volonté. Mais Marine ne se laisse pas surprendre. Sa réponse fuse, nette et sans détour, traversant la salle comme une lame. La France n'est pas un terrain de jeu pour l'Allemagne. Notre pays porte un millénaire d'histoire et il n'est pas question pour nous de suivre votre partition. Après ces mots, raconte-t-on, la pièce serait tombée dans un silence presque irréel. Les témoins décrivent Merz déstabilisé, cherchant visiblement ses mots, tandis que certains représentants italiens et espagnols dissimulaient difficilement un sourire derrière leurs mains. À cet instant précis, même si ce n'était que symbolique, quelque chose semblait avoir changé. L'ascendant politique paraissait glisser de Berlin vers ces nations du Sud et de l'Est qui osaient enfin défier l'autorité. Cet échange, dans le récit, devient un moment clé pour façonner l'image de Marine. L'époque de la diplomate prudente semble révolue. Elle apparaît désormais comme une figure inflexible, prête à défendre l'honneur et la dignité de la France sans la moindre hésitation. La scène dépasse largement la simple dispute entre responsables politiques. Elle est racontée comme un épisode symbolique, presque une victoire culturelle. Une nation que certains considéraient comme secondaire aurait tenu tête aux géants dominants de l'Europe et refusé de piller. Ce genre de narration transforme un différend politique en véritable légende moderne. Marine y est présentée comme une David affrontant le Goliath de l'influence allemande. Et c'est précisément cette dimension qui donne de la force à l'histoire. Elle ne parle pas seulement à la France. Dans d'autres capitales européennes, des pays longtemps habitués aux remontrances venues de Bruxelles ou de Berlin voient dans cette attitude une source d'inspiration, la preuve qu'il est possible de tenir tête au centre du pouvoir. Selon ce récit, l'impact de la réplique de Marine dépasse largement les frontières françaises. Ce n'est pas seulement Paris qui aurait marqué un point, mais le principe même de souveraineté sur le continent européen. Le récit affirme même que les effets auraient été immédiats et visibles. Presque du jour au lendemain, les conclusions officielles du sommet auraient été modifiées. Les passages évoquant la solidarité obligatoire auraient disparu discrètement, comme si Bruxelles avait été contraint de faire un pas en arrière. Pour ses soutiens, l'interprétation est claire. Il s'agissait d'un triomphe complet. Une présidente arrivée dans les couloirs du pouvoir, entourée d'opposants et sans véritable majorité, mais qui ressort avec un texte réécrit d'une manière qui lui est favorable. Aux yeux de ses partisans, c'était la preuve qu'une seule voix déterminée pouvait faire vaciller la machine bruxelloise. Du côté d'Ursula von der Leyen, l'épisode est raconté comme une humiliation. La présidente de la Commission, souvent présentée comme l'incarnation de la centralisation européenne, aurait tenté de rappeler Le Pen à l'ordre, pour finalement être contredite publiquement devant les autres dirigeants. L'image est frappante. Une technocratie habituée à être suivie sans résistance se retrouve soudain face à une dirigeante refusant tout simplement de se plier. Le récit pousse encore plus loin la critique en décrivant l'Union européenne comme une structure en décomposition dirigée par une sorte d'impératrice administrative dépourvue de véritables mandats populaires. Dans cette vision, von der Leyen n'apparaît pas comme une chef élue par les citoyens, mais comme la figure centrale d'un appareil bureaucratique composé d'innombrables responsables non élus, produisant sans cesse des règles qui, selon ses détracteurs, finissent par étouffer les économies nationales. Dans cette narration, Bruxelles apparaît comme une mécanique bureaucratique coupée du monde réel. Entre le Green Deal, accusé par certains de menacer la puissance industrielle allemande, et les projets migratoires jugés source de désordre, l'Union européenne est décrite comme une structure davantage préoccupée par l'accumulation d'autorité que par le bien-être des citoyens qu'elle prétend représenter. Dans ce cadre, la confrontation remportée par Marine est présentée comme bien plus qu'un simple succès politique. Le récit la transforme en symbole d'un réveil national. On parle d'un retour de la fierté française, d'une souveraineté longtemps étouffée qui retrouverait enfin sa voix. L'image est simple mais efficace. Une dirigeante ose défier la lourde machine administrative et triomphe, non seulement pour son pays, mais au nom même de l'idéal démocratique.
Les conséquences de cet affrontement sont décrites comme un choc politique, mais aussi comme une véritable vague de réveil collectif. En France, l'atmosphère aurait changé presque du jour au lendemain. La presse évoquait un sentiment de dignité retrouvée, une fierté nationale qui aurait longtemps été comprimée sous le poids des décisions technocratiques. Des citoyens, autrefois désabusés par la politique, auraient commencé à se rallier autour de leur présidente. Beaucoup la voient désormais comme celle qui porte la voix et l'honneur de la France face au reste du monde. Les enquêtes d'opinion laissent entendre que sa prise de position trouvait un écho massif. Certains sondages évoquent même un soutien atteignant près de 76% des Français. Fait plus surprenant encore, cette approbation ne venait pas uniquement de ses partisans habituels. Des catégories qui critiquaient régulièrement son gouvernement semblaient également se ranger derrière elle. Même des organisations syndicales, souvent parmi ses opposants les plus virulents, affichaient pour une fois une attitude favorable. Le message semblait franchir les frontières politiques traditionnelles. Les divisions classiques entre gauche et droite perdaient soudain de leur importance. Aux yeux d'une grande partie de l'opinion, la dirigeante française apparaissait avant tout comme quelqu'un qui protégeait son pays face à ce qui était perçu comme une intrusion venue de l'extérieur. Et l'élan ne s'arrêtait pas aux frontières françaises. Dans plusieurs capitales européennes, des soutiens se manifestaient. En Hongrie, Viktor Orbán, accompagné de responsables politiques polonais et tchèques, exprimait ouvertement sa solidarité. Dans ses déclarations, il ne présentait pas Marine simplement comme une dirigeante française, mais comme une figure emblématique de la défense de la souveraineté pour l'ensemble du continent. Il allait même jusqu'à la décrire comme la protectrice des nations européennes, transformant son affrontement en cause d'envergure continentale. Ce qui rend cet épisode particulièrement marquant, c'est le contraste qu'il met en lumière. Pendant longtemps, les institutions de Bruxelles avaient tenté d'associer le patriotisme à une forme de nationalisme jugé dangereux, reléguant l'attachement au pays à une vision dépassée de l'histoire. L'attitude de Marine a bouleversé cette lecture. Elle affirmait que défendre son pays n'était pas seulement légitime, mais nécessaire. Ce changement de perspective a trouvé un écho chez des millions de personnes lassées d'entendre que la fierté nationale devait être dissimulée ou considérée comme suspecte. Peu à peu, ce geste de défi dépasse le cadre d'un simple désaccord politique. Il est raconté comme un moment charnière, presque une révolte culturelle. L'affirmation d'une identité face à ce que certains décrivent comme une uniformisation imposée. De la capitale française jusqu'à Budapest, l'étincelle aurait trouvé un écho inattendu. Dans ce récit, Marine cesse d'être seulement la chef d'État française. Elle devient le visage d'un courant plus vaste qui remet en question la vision dominante de l'Europe. Mais au moment même où cette dynamique semble prendre de l'ampleur, l'histoire introduit un retournement inattendu. Des sources proches des négociations affirment qu'en coulisses, le chancelier allemand Friedrich Merz aurait d'abord montré une certaine compréhension envers les inquiétudes de Marine. À huis clos, il aurait reconnu qu'une partie de ses arguments méritait d'être entendue. Pourtant, lorsque les caméras se sont braquées sur le sommet européen, l'attitude a brusquement changé. Face à la pression politique venue de Berlin, Merz aurait finalement infléchi sa position. Devant les autres dirigeants, il se serait rangé derrière la ligne officielle de l'Allemagne, abandonnant toute ambiguïté. Mais un détail complique encore le récit. Dans la version originale de l'histoire, ce rôle n'était pas attribué à Merz, mais à Emmanuel Macron. En adaptant la scène au contexte français, le scénario prend donc une autre tournure. Alors que la vague de soutien semblait grandir, le rebondissement se produit cette fois au cœur même de la politique française. Selon certaines confidences, l'ancien président Macron aurait lui aussi manifesté en privé une certaine sympathie pour les préoccupations de Marine. Il aurait reconnu la logique de certains arguments. Pourtant, dès que les projecteurs du sommet se sont allumés, la posture a changé du tout au tout.